Dans cet épisode inspirant de Pourquoi t'as fait ça, nous accueillons Alan, un entrepreneur, artiste et communicant engagé qui nous livre un témoignage authentique et puissant sur son parcours personnel et professionnel. À travers cette conversation, Alan nous partage comment son cheminement identitaire s'est entremêlé avec son évolution entrepreneuriale, passant d'un photographe cherchant à se conformer au code traditionnel de l'entreprise à un créateur assumé, aligné avec ses valeurs profondes. Son histoire nous montre comment l'authenticité peut devenir un moteur de transformation sur le plan personnel et pro. De son amour précoce pour la photographie à sa transition, en passant par les défis administratifs et sociétaux, Alan nous livre un récit touchant qui questionne les normes établies et inspire le changement. Un épisode qui s'inscrit parfaitement dans notre série sur l'inclusion et la diversité, où nous explorons comment être pleinement soi-même peut devenir une force dans le monde professionnel. Attache ta ceinture pour une conversation sans filtre qui aborde des sujets essentiels, l'identité, l'entrepreneuriat authentique et le courage d'être soi-même dans notre société actuelle. Bonne écoute. Bonjour Alan. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast, de pouvoir parler de ton parcours, de ce que tu fais, de comment tu impactes autour de toi grâce à ton activité professionnelle, mais aussi grâce à qui tu es. Je suis aussi heureuse d'ouvrir parce que tu fais partie d'une saison un peu particulière qui est sur le thème de l'inclusion et la diversité. Et du coup, je suis allée un peu à la recherche de plusieurs personnalités. Toi, tu es venu à moi dans cette période-là, donc c'était parfait. Et du coup, ça me fait déjà un bon spectre d'invités sur cette thématique. Alors encore, merci. Plaisir. J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Yes, avec plaisir. Donc je m'appelle Alan, mon pronom c'est il. Je suis un mec trans blanc qui habite à Boulogne-Billancourt, près de Paris, de 33 ans. Entrepreneur, artiste, photographe, réalisateur, communicant, engagé, féministe, queer. Et je mesure 1m68, je crois. Ok, trop bien. Je t'en ai parlé en off et dans le cadre, plus particulièrement dans le cadre de cette interview. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi dans un épisode précédent que vous avez peut-être déjà écouté avec Léa Nyang. Je vais aussi me situer. Donc, je suis une femme noire, cis, c'est-à-dire que je suis en accord avec le sexe qui m'a été assigné à la naissance. Je suis entrepreneur. Je sors. En fait, j'ai fait des études assez classiques, école de commerce, etc. Autour de moi, j'ai plutôt eu un entourage qui est assez classique dans le sens où j'ai pas forcément été en contact avec les sujets de transidentité. C'était important pour moi de le dire en off et aussi pendant le podcast parce qu'il est probable que je sois maladroite. Et du coup, j'en parlais à Alan pour lui dire de pas hésiter à me reprendre si je fais des maladresses sur certaines choses. Donc voilà, c'était important pour moi de resituer tout ça. Alors, on va commencer à parler de ton parcours et j'aurais voulu savoir, qu'est-ce qui t'animait, toi, quand tu étais plus jeune, avant même, tu vois, de rentrer dans la vie professionnelle, par rapport aux études que tu as faites, aux passions que tu avais. Est-ce que tu peux nous parler un peu on va dire, du petit Alan? Le petit Alan. Le petit Alan, déjà, il a mis du temps à émerger parce que avant, j'avais pas ce prénom-là, j'avais pas cette voix-là, ce corps-là. Mais j'ai l'impression que maintenant, tu vois, quand je m'habille pour partir le matin, j'ai l'impression de retrouver qui j'étais avant. C'est hyper étrange d'être à la fois sorti d'une certaine condition pour en fait retrouver quelque chose dans lequel je me sens connecté. Ouais, j'étais déjà comme ça avant. Dans le sens où quand je m'habille maintenant aujourd'hui, j'ai juste l'impression d'être revenu à
pas vraiment mon adolescence parce que je suis quand même adulte et je m'habille différemment de quand j'étais ado, mais j'ai l'impression de retrouver un peu cette liberté, en tout cas un peu d'inconscience de me rhabiller, de me mouvoir un peu comme j'ai envie sans trop me poser de questions de comment je vais être perçue. Parce que j'étais un petit peu rebelle Mhm. quand j'étais ado. J'ai toujours été très créatif. J'étais plutôt, quand j'étais enfant, du genre à m'occuper avec un rien. Ma mère me disait qu'on me posait dans un coin et je me démerdais. Je pouvais regarder un stylo pendant des heures. Pas peut-être un peu d'être très autistique, mais j'étais capable de m'amuser, m'évader, d'observer les choses pendant longtemps sans avoir besoin de m'occuper ou qu'on m'occupe. Et donc j'ai Mhm. très vite commencé à voilà observer le monde autour de moi, les gens, comment les gens se bouger autour de moi, s'exprimer, aussi les formes, les objets. Donc, bon, je suis photographe, donc je suis quelqu'un de très visuel. Voilà, j'observais déjà la lumière Mhm. très jeune et les situations. Je m'émerveillais beaucoup. Et j'ai été très créatif. J'ai commencé à dessiner dans mon adolescence. Je crois que je dessinais enfant aussi. Ouais. Je dessinais, je faisais de la peinture. J'écrivais des poèmes quand j'étais ado. À quel point la vie c'était dur. Et voilà, j'étais très actif et très créatif. Mhm. J'avais aussi beaucoup d'énergie. Et voilà, après, pendant mon adolescence, c'était plus, je serai qui je veux, je m'habille comme je veux, et comme je m'habillais comme un garçon déjà à l'époque, ça dérangeait. Donc j'étais très souvent, même, ça a été assez violent. J'ai beaucoup entendu que j'étais un garçon manqué, j'ai beaucoup entendu que j'étais pas assez féminine, que je m'habillais pas comme il fallait. Mais voilà, j'étais dans des fringues qui me faisaient du bien et après la vie d'adulte m'a amené plutôt à me conformer. Euh, En tout cas, j'ai Mhm. abdiqué tellement je pensais qu'il fallait que je me conforme et parce que je pensais que j'avais pas le choix. Mais vraiment, voilà, un côté un petit peu rebelle, insouciant, créatif quand j'étais plus jeune. Est-ce que ça répond à ta question? Mhm. Carrément. Donc du coup, au final, c'est très lié avec ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, on voit un lien direct Oui, j'ai avec fait ce de que la tu as photo très très développé jeune, hein. pendant l'enfance. Ouais. Ok. J'ai commencé vers Donc 12 ans, quoi, je pense. l'envie, oui, d'accord. Donc l'envie de faire ce métier a émergé assez tôt, si je comprends bien. J'ai retrouvé un carnet quand j'avais 8 ans. Tu te rappelles les carnets Diddle, peut-être? J'avais des carnets Oui, Diddle où oui. c'était écrit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'avais mis photographe. En fait, ouais, très naturellement, c'était une posture d'observateur un peu en retrait, dans lequel je me suis sentie à l'aise et c'était un petit peu mon espace protégé derrière un appareil photo. J'ai commencé, oui, vers 12 ans à faire des images avec les tout premiers numériques que j'avais pris à l'appareil de mon père à l'époque. Et lui, il adorait la photo aussi, Mhm. il faisait de la photo argentique et j'ai commencé la photo entre 12 et 14 ans avec les premiers numériques que je lui piquais et avec le mercredi après-midi, il y avait des cours de photo argentique dans un centre à côté de chez moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord, ok. Et ça a été une manière Trop bien. de m'occuper, d'observer les gens autour de moi, aussi de m'extraire de mon contexte, de ma réalité, de mes propres douleurs. C'était un peu plus simple. Hmm, C'est une manière de m'isoler aussi. hmm, ok. Avant de devenir entrepreneur, du coup, t'es passé par du salariat? Quand tu t'es dit, oui, quand tu venais nous dire, oui, t'es rentré dans la vie professionnelle et tu t'es un peu conformé, est-ce que c'était via le salariat ou c'était déjà de Eh ben, pas l'entrepreneuriat? du tout. Non, moi, je n'ai jamais été salarié. Je n'ai jamais fait d'autre chose Ok. que ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé très tôt. Le premier contrat que j'ai eu, j'avais pas encore 18 ans. J'avais pas pu, en plus, le déclarer. Donc, j'avais été payé en bon à la Fnac. J'ai commencé très jeune. J'ai vraiment fait ça à fond de mes 16 ans. Je commençais déjà à couvrir quelques événements autour de moi pour m'entraîner. Je faisais des images tout le temps. De mes 16 à Mhm. 19 ans, j'ai vraiment fait que ça. Même avant, en fait, 15 à 19 ans. Et puis après, naturellement, après mon bac, je suis allé faire des études de photo. Et je commençais déjà à avoir mes premiers contrats, mes premiers petites expériences, hein. Je me rappelle Mhm. avoir couvert une salle de spectacle à côté de chez moi. Donc j'ai fait des photos de scène, j'avais commencé à faire des portraits d'artistes. Je faisais des photos d'un peu de mes amis le week-end pour apprendre tout ce que je pouvais apprendre en photo. J'avais couvert D'accord.
le Téléthon à l'époque. J'avais fait des photos de fanfares dans la rue. Voilà, j'avais fait plein de choses. J'étais pas forcément payée ou on me donnait des cacahuètes, ça me suffisait quoi. Mais voilà, très tôt, j'ai commencé à vouloir faire la photo, à vouloir apprendre ça et à me faire rémunérer. Et je suis partie en école de photo en Belgique, une école d'art et technique. Et en fait, en parallèle, j'ai continué à faire des petits contrats et j'ai appris au fur et à mesure à me vendre, à accepter des contrats, à négocier. Et ce qui fait que quand j'ai eu mon diplôme, donc j'ai eu un bac+3, un bachelor 3 en Belgique, à Liège. Ben, quand je suis sortie de là, j'avais déjà un petit peu exploré ce que ça voulait dire d'avoir un client, de faire des propositions, de faire des devis. J'avais déjà fait une petite Hmm. exposition, j'avais déjà exploré des choses. Et je me suis lancé à Lyon, je me suis installé à Lyon et je me suis lancé en tant que photographe à Lyon et je m'y suis mis à fond. Et en fait, j'étais pas adapté à la vie d'entreprise. En fait, j'étais trop rebelle, j'avais des problèmes de santé qui faisaient aussi que je pouvais pas forcément être régulier dans ma manière de travailler. D'accord, ok. Et m'imaginer avoir quelqu'un qui me dise quoi faire à des horaires précises parce que j'avais vraiment des problèmes de santé intenses à Hmm. ce moment-là. Mais quand je parlais de me conformer, c'était plus dans ma manière d'être. Du coup, quand j'ai commencé à m'installer à Lyon et à me vendre, en fait, je me suis dit que je pouvais pas continuer à m'habiller comme je m'habillais et à correspondre à rien entre guillemets, qu'il fallait que je rentre dans les clous et que je sois une jeune femme entrepreneuse et que je mette des talons et des collants et des tailleurs parce que je faisais des photos d'entreprise et c'était mon envie, c'était d'être photographe. Donc Hmm. il fallait que je corresponde et que je fitte avec les codes de l'entreprise et dans mon imaginaire. Et puis à l'époque aussi, c'est ce qu'on disait beaucoup, il fallait que pour que je sois accepté dans Exactement. le monde de l'entreprise, il fallait que voilà que j'endosse tous ces codes-là. Donc j'ai un peu performé le genre et je me suis mis aussi à force de pression sociale, à force de pression par rapport à mes parents, par rapport à ma famille. On m'a tellement expliqué pendant 10 ans qu'il fallait que je fasse des efforts pour être accepté, aimé en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel. Je voyais pas d'autre Hmm. chemin en fait que jouer le rôle d'une jeune femme entrepreneur, une jeune femme qui se lance et ça m'a pas forcément amené que du bien. Mais c'est dans ce sens-là où j'ai dit que j'ai Hmm. performé parce qu'entre mes 20 et 30 ans, bah, j'ai tout fait pour rentrer dans les clous quoi. Et aussi pour avoir du D'accord, travail. ok. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que quand j'ai commencé à être, donc j'ai été moi salariée pendant 5 6 ans, je crois. Et quand j'ai commencé à être entrepreneur, enfin les entreprises pour lesquelles je bossais, c'était plutôt enfin, des grosses PME avec le dirigeant blanc, un peu âgé, etc. Et moi, j'étais toute jeune et tout. Et genre, je revêtais mon costume à chaque fois que j'allais en rendez-vous. Je Ouais, mettais c'est des talons alors exactement que j'en ça que j'ai mettais vécu, ouais. jamais. Ouais, c'est vraiment mettre son costume, etc. Et du coup, j'ai remarqué que quand j'ai lâché tout ça et que je me suis habillée comme je voulais, etc., bah, ça a même ouvert plus d'opportunités. Je pense parce qu'on est soi-même, ou plus d'opportunités peut-être qui nous convient et qui est aligné avec ce qu'on est. Euh, c'est vrai que c'est tout, c'est des codes qui nous pèsent. Enfin, je pense que à beaucoup de personnes, c'est très général quoi, ces codes-là, de se dire sinon on va pas être accepté et tout. Donc ça me parle beaucoup. Et quel est le moment où tu t'es dit, ben en fait non, j'ai plus envie de me forcer, de rentrer dans ces codes-là. C'est quand que t'as tout fait valser. Bah, c'est presque aussi intense que ça. Il y a un moment donné où je me suis dit c'est plus possible et j'arrête tout, mais ça a été graduel. Je me suis forcé, j'ai tout fait pour rentrer dans les codes, mais en fait ça a été graduel parce que j'ai eu des clients j'ai subi beaucoup de sexisme. Alors beaucoup, enfin j'ai subi du sexisme en entreprise, j'ai subi de la pression, j'ai subi des clients relous, j'ai subi des réflexions sur ma manière, sur mes seins à l'époque. Et j'ai subi des clients relous en entreprise, surtout que je faisais des photos d'événements, donc il y a aussi l'alcool, les gens bourrés qui rentrent en jeu, Hmm. la drague implicite, l'envie aussi de se faire, de travailler. Donc en fait, il y a une espèce de jeu implicite avec
beaucoup d'hommes d'entreprise à cette époque-là en tout cas, qui reproduisaient, en tout cas moi je suis tombée sur ces personnes-là qui reproduisaient beaucoup de la séduction implicite, et donc moi j'avais un peu de mal à faire avec, sans rentrer dans leur jeu. Et donc à un moment donné il y a aussi ça qui a fait que je ne pouvais plus. Il n'y a pas que l'apparence il y a aussi la Mhm. posture et la relation qu'il y a avec les clients et les personnes qui me fatiguait. J'avais vraiment l'impression que c'était un espèce de jeu social qu'on jouait, et que je jouais moi-même. Et ce qui a fait que ça marchait plus, c'est que en fait c'est ma santé qui m'arrêtait. Moi j'ai vraiment eu des très gros problèmes de santé pendant 10 ans. Mhm. Et en fait, à un moment donné, mon corps, il pouvait plus suivre. En fait, c'est comme si mon corps m'arrêtait, m'a dit à plein de moments, hein, j'ai fait 2 burn-out. Il y a eu des périodes où mon énergie partait de mon corps. C'est comme si d'un coup, le matin, je peux plus me réveiller. Pendant 2 semaines, j'étais HS. Et donc, il y a eu plein de choses comme ça, et, assez violemment. Et le point final de ça, ça a été, en fait, il faut que je me mette en arrêt de moi. Il faut que j'arrête de travailler. En fait ça va plus, en fait je suis un mec, en fait c'est quoi être trans, en fait je sais plus. Et en fait ça a été ma transition et ma transidentité, mon coming out, euh, j'ai envie de dire presque forcé, Mhm. que mon corps a expulsé de lui-même, qui m'a amené à m'aligner vraiment, mais de manière assez violente du coup, à qui je suis, parce que j'ai tout voulu passer en force, et j'ai voulu me conformer, parce que je savais pas ce que c'est que d'être trans, et parce que je savais pas qu'on avait d'autres chemins. J'avais pas non plus beaucoup de personnes autour de moi qui étaient créatifs, ou en tout cas qui se permettaient de s'habiller un peu plus comme ils voulaient. Moi, même si j'évoluais quand même dans un milieu aussi culturel, parce que j'ai fait des photos pour des comédiens, pour du spectacle, il y avait quand Mhm. même un peu les mêmes codes, à des endroits aussi, des mêmes reproductions de relations. Et c'est vraiment mon corps, moi, qui m'a guidé, qui m'a dit à plein de moments, en fait, Landa, tu t'arrêtes et tu réfléchis. Donc, burn-out, perte de sens. Mais voilà, ce fameux moment où j'étais un peu forcée de faire un coming out, c'est parce que j'avais mal au dos pendant 6 mois, et que je pouvais plus travailler. En fait, à un moment donné, il fallait que je m'arrête. Et j'ai passé 2 mois Mhm. en PLS physique, à pas comprendre, en fait, à avoir plein de symptômes de partout, de l'énergie qui s'arrête, de pas dormir, d'être super stressé, d'avoir des douleurs chroniques aux genoux, aux articulations, au dos, d'avoir des problèmes de vue, des problèmes de spatio-temporel dans l'espace, j'étais un peu perdu. Il y a plein de petites choses qui se sont accumulées, qui n'avaient pas de réponse, et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à chercher ce qui se passait avec mon corps. Et il se trouve que au fur et Mhm. à mesure de ces étapes-là, où il y a des choses qui se cassent, où je vais en tout cas au bout d'une logique, et après je change quelque chose, que ce soit dans le sexisme, dans mes relations, dans ma manière de m'habiller, ou dans mon coming out par la suite, bah en fait après ça a réglé certaines choses. Donc j'ai l'impression que je vais beaucoup mieux D'accord. physiquement, parce que je me respecte plus à plein de petits endroits. Et Mhm. bah c'est vrai que mais ça a été un long parcours, en fait. C'est de comprendre que je m'habillais pas de la bonne manière et qu'il fallait que je revienne en arrière. Ça a été compliqué de déconstruire ce qu'on m'avait appris, que c'était moi le problème, que j'étais pas assez Mhm. féminine, qu'il fallait que je me conforme, que je devais arrêter de porter du noir. Enfin, on m'a vraiment, ça a été extrêmement violent dans mon quotidien, ma famille, mon entourage, tout ce qu'on m'a dit pendant 10 ans, qu'il a fallu que je comprenne, et que je rencontre des gens au fur et à mesure sur mon parcours qui me disent en fait non, c'est trop bien que tu sois comme ça, c'est super que tu sois comme ça. Donc ça a été plein de petites choses que j'ai prises à droite à gauche, à la fois me déconstruire, prendre conscience de mes propres injonctions, enfin des injonctions que j'avais subies, la rencontre du féminisme aussi, qui m'a permis de comprendre plein de choses, et d'avoir un prisme différent, comprendre ce que c'était la non-binarité, la transidentité. Et ça arrivait très tard, donc j'ai commencé à à prendre du recul aussi par rapport à toutes ces injonctions qui étaient liées au genre. Mhm. Et puis aussi toute la perte de sens que je vivais dans le travail régulièrement, et ces burn-out successifs, ces petits burn-out successifs, qui à chaque fois me faisaient changer des choses structurellement dans ma manière d'être, de m'organiser, de me montrer, et d'être aussi différent face à mes clients au fur et à mesure. Et effectivement, maintenant, j'ai des Mhm. clients qui sont complètement différents. Après, je me suis très bien positionnée. J'ai fait un gros travail de positionnement. Mais avant de montrer à l'extérieur ce travail de positionnement, j'avais déjà une posture un peu différente et une manière d'être différente. C'est pas qu'une question de communication, Mhm. qui a fait qu'au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à avoir des clients de plus en plus féminines, des clientes femmes qui étaient beaucoup plus cool, des clients plus créatifs, des clients plus sympas. J'ai commencé à comprendre que
Au fur et à mesure que quelque chose changeait en moi, et ben les gens en face c'était différent. J'avais entendu Mmh. quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, en tout cas qui m'a fait cheminer. C'était une psy à l'époque, une de mes psys qui était du coup aussi entrepreneuse et coach et formatrice, qui me disait on a les clients qui nous ressemblent. Et du coup j'ai observé que au fur et à mesure de mon positionnement et de mon cheminement, les gens en face de moi, les gens qui venaient à moi ont changé. Donc je Mmh. pouvais aussi écouter, entre guillemets, les messages que les gens qui venaient à moi disaient de moi. Et donc, j'ai progressivement pris des routes différentes parce que j'ai changé et donc les personnes en face de moi changeaient. Donc, j'ai un peu suivi aussi mon mouvement professionnel. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est plus Mmh. le mouvement professionnel qui m'a Bah, amené à faire des changements perso. mmh. Si je comprends bien, parce que là où j'avais une question sur, tu vois, est-ce que, avec, ce parcours, identitaire, du coup, tu as dû réajuster ton entreprise. En fait, c'est en même temps, ça s'est fait, limite, Bah, en naturellement, fait, au c'est fur et à presque mesure. l'inverse. Ça évolue avec toi, quoi. Ouais, c'est presque, ouais, c'est comme deux entités en même temps. Mon entreprise était tellement aussi associée à mon entreprise d'un point de vue identitaire que tout passe par mon entreprise et Mmh. tout passe par mes projets dans ma manière de fonctionner. Et donc, typiquement, pourquoi j'ai commencé à changer des choses dans mes fringues, c'est parce que j'ai rencontré un styliste dans mon travail qui m'a aidé à prendre conscience de ça, ou parce que j'ai rencontré un client qui un jour m'a dit «Ah, c'est trop bien ton look androgyne». Un jour où j'avais osé, parce que j'étais quelqu'un d'un peu plus créatif, mettre des Doc Martens, m'habiller avec des choses un peu plus différentes, et qui m'a dit «Ah, super, tiens, je connais quelqu'un», et puis un styliste, et puis je commence à travailler mon image avec le styliste parce qu'on fait un échange, je fais des photos, il s'occupe de moi ou je m'occupe de sa com et je fais des vidéos pour lui. Et donc j'ai commencé à comprendre que je pouvais tout autant professionnel dans ma posture Mmh. en travaillant en travaillant qui je suis vraiment dans mes fringues et me sentir mieux et arrêter de courir dans cette injonction qu'il fallait que je sois de telle ou telle manière. Et donc c'est un peu par le travail que j'ai commencé à bouger. Et c'est tout, enfin en tout cas moi je suis un fou de travail, donc c'est un peu par mes projets que je bouge. Et après ça me revient en fait, c'est très bizarre. Et donc le coming Mmh. out est un peu OK. venu progressivement parce que toutes les rencontres que je fais, tous les gens que je fais dans mon parcours entrepreneurial m'apportent des choses d'un point de vue personnel et m'ont ouvert des petites cases, et m'ont ouvert l'esprit. J'ai compris le féminisme grâce au travail, voilà, plein de choses à Mmh. travers le travail et des rencontres dans le travail. Du coup, tu as pu formaliser ça, à travers, ta communication, formaliser tous ces changements, tu les Ouais. as formalisés à travers ta communication pour, montrer, clairement, enfin afficher clairement en fait ton positionnement, pour quel projet tu travaillais, et cetera, et cetera. Bah, en fait, j'ai tout misé sur moi, entre guillemets. J'ai beaucoup aussi entendu l'injonction d'être meilleur, de performer. Donc, je me suis beaucoup coaché moi-même et j'ai pris des coachings. Je me suis vraiment, j'ai tout misé sur moi, quoi. J'ai beaucoup écouté cette culture entrepreneuriale. Et je pense qu'il y a 10 ans, on parlait pas trop de féminisme dans l'entrepreneuriat, donc on rentrait à fond dans l'injonction de il faut être le meilleur, de la meilleure version de soi-même, il faut se développer, il faut investir sur soi, et tout part de soi. Donc j'ai vraiment, ouais, je me suis beaucoup fait coacher, et c'est au fur et à mesure de ces différents coachings où j'ai bossé sur moi clairement. Je me suis beaucoup fait suivre d'un point de vue psy, que j'ai compris en fait, que j'ai mis des choses dans mon travail différemment, que j'ai réaffiné qui j'étais. Et effectivement, quand j'ai fait mon coming out, là, c'était un peu le point culminant du bordel ambiant de ma vie. Tout est parti tout est parti en couille, hein, clairement. Et il a fallu tout reconstruire. Et donc là, bah, j'ai tout repris avec un peu un nouveau bagage en fait. 10 ans plus tard, j'ai tout cassé pour tout refaire avec l'envie de montrer à l'extérieur qui je suis vraiment, ce que je venais juste de comprendre. Et donc, oui, j'ai fait tout un travail de positionnement, de communication, de branding, et même juste avec moi-même, je me suis posé la question, qui je veux vraiment accompagner, quels sont mes vrais clients de cœur, et j'ai Mmh. assumé complètement que j'osais pas assumer depuis 10 ans en fait, que je voulais pas travailler avec tout le monde, pas travailler n'importe comment, pas travailler pour les mêmes raisons, et que j'avais besoin d'un point de vue factuel, maintenant que je suis trans, enfin depuis que j'ai dit que j'étais trans et que tout le monde le sait, maintenant j'ai besoin d'être en sécurité dans mon travail. Mmh.
et que j'avais aussi besoin de politiser mon travail en fait, pour mes adelphes, pour aider les gens à cheminer là où moi j'ai mis 10 ans à cheminer sur des trucs. Mm. En fait, on peut faire pas des raccourcis, mais on peut moins galérer. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé du temps à regarder mes tripes, à investir tout mon argent pour en fait finir à m'écouter que moi. Enfin, j'ai l'impression que c'était super, tous ces coachings, c'est super de travailler sur soi, mais en fait, au final, tout ce que j'apprends dans tout ça, c'est de déconstruire tout ce qu'on m'a appris et juste m'écouter que moi et d'écouter ce que j'ai en moi, d'écouter ce Mm. que mon corps me dit. Et donc, si je dois passer autant de temps à écouter les autres pour m'écouter moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Et c'est une perte de ressources, d'énergie Je qui comprends. est phénoménale. Si on m'avait juste dit plutôt bah, que j'étais légitime, que j'avais le droit de ressentir ce que je ressentais, d'être qui j'étais, et d'être simplement qui j'étais en tant que professionnel aussi, et d'être autant professionnel en étant moi-même que en performant le genre, bah j'aurais pas galéré autant quoi. Est-ce que dans ce parcours qui voilà que tu nous as exposé et qui paraît été compliqué, etc. Est-ce que tu as dû renoncer à certaines choses, notamment dans ton activité professionnelle? Tu veux dire avec mes clients ou des privilèges ou Ouais. est-ce que ça a pu me casser Bah, entre guillemets? par rapport à ton activité, tu vois, au niveau de la transition, parce que tu me dis que, en fait, ton activité a aussi été moteur dans ce changement, mais est-ce qu'il y a eu des choses plus négatives, tu vois, où tu as dû renoncer, où tu as eu des désillusions par rapport à certains clients que tu avais avant, qui n'ont pas Alors je pense forcément que j'ai été quand même relativement suivi? privilégiée et protégée parce que comme j'avais commencé déjà un petit peu à avoir des clients différents, à m'impliquer autrement, à avoir des collègues et d'autres freelances avec qui je travaillais qui me ressemblaient aussi naturellement, je suis pas passée du client toxique, homme blanc cis, insupportable à je suis trans et il faut tout que je change. Donc j'avais quand même déjà Hmm. un entourage plutôt créatif, respectueux, féminin et aussi je parle quand je dis féminin je pense aussi à des hommes respectueux, des hommes doux, enfin Hmm. qui ont aussi des caractéristiques qu'on pourrait dire que c'est féminin. Mais voilà, j'avais quand même la chance d'avoir assumé une partie de ma personnalité. En tout cas, dans le fait d'être spontané, dans le fait d'être authentique, de parler directement avec mes clients, de parler un peu plus de mes valeurs. Ce qui faisait que j'avais commencé déjà à faire du tri. Naturellement, il y avait un tri qui s'opérait. Par contre, ce qui a changé avec mon coming out et la transidentité, c'est que j'ai dû changer de nom d'entreprise. Avant, j'étais reconnu et positionné sur Internet avec mon ancien nom, et c'était le nom de ma boîte. Donc, Hmm. en fait, ça a amené des problèmes d'administratif, en plus d'être perdu personnellement, en plus d'avoir une montagne de choses à faire pour ma propre personne, ma transition, ma vie, pour la remettre un peu dans l'ordre. Ça a amené des gros problèmes administratifs et surtout ça m'a mis le nez face à une obligation en fait de changer tout. J'avais plus le choix que de Hmm. tout changer, ce qui fait que bah, j'ai perdu mon référencement. J'avais passé 6 ans à bosser comme un Oui. fou, à investir, pour être positionné sur certains mots-clés dans mon écosystème pour avoir du travail. Donc je cherchais plus de travail parce que j'avais déjà une stratégie marketing qui marchait très bien par rapport à ma cible de l'époque. Et en fait, il a fallu tout changer ça. Sauf qu'en fait, c'est pas Hmm. juste un problème de business. En parallèle, j'ai mes problèmes de santé qui augmentent. J'ai une rupture familiale intense en même temps. J'ai comprends qu'en fait, bah, je suis pas moi-même, donc en fait, ça te met dans une vulnérabilité personnelle qui est énorme, et il a fallu tout gérer en même temps. Mais en fait, ça se fait pas en 3 mois. Tout le monde qui a monté une entreprise sait que ça se fait pas en 3 mois. Il a fallu Hmm. changer de comptable, il a fallu changer de statut, il a fallu tout ça. Donc, en fait, je suis devenu précaire parce que j'ai quitté la ville dans laquelle j'étais. J'ai perdu mon référencement parce que j'ai dû casser mon nom d'avant. Donc, j'ai plus ma fiche Google qui me rapportait des clients. Donc, j'ai plus de régularité comme avant. Mon canal d'acquisition s'est cassé la gueule. Alors, j'avais quand même de la régularité de clients historiques et de clients qui venaient déjà par le bouche à oreille, donc il n'y avait plus besoin.
mais quand même, mon gros du business s'est cassé la gueule et il a fallu tout refaire. Donc j'ai mis 3 ans à 2-3 ans de restructuration déjà pour avoir les bons papiers parce que les démarches quand t'es trans, elles sont très longues, elles sont très coûteuses. C'est tout, si les gens le savent, mais pour changer d'identité, il faut demander des témoignages à des gens. D'accord. Moi, je suis organisée, donc quand je fais quelque chose heureusement que je suis entrepreneur parce que du coup, je suis organisée, mais demander des témoignages, faire des dossiers de 10-15 pages, faire des dossiers à la mairie, faire en fait, les C'est lourd. démarches sont extrêmement lourdes et tu vois, c'est tout bête, mais il y avait un seul créneau par trimestre, il y avait un seul jour par trimestre disponible à la mairie là où j'étais pour aller déposer mon dossier, pour m'occuper de ça. Et en fait, quand t'es entrepreneur, j'avais des prestations sur ces jours-là, donc en fait, le temps il est extrêmement long pour demander les témoignages. C'est hyper dur à faire parce que tu demandes en fait aux gens, tu t'es aussi dépendant de l'administratif, de la lenteur des autres et des gens et de leur bon vouloir il me faut des papiers en fait pour pouvoir avancer. Et je me suis heurtée à des gens qui voulaient pas dans ma famille, des gens qui ne comprenaient pas. Du coup, ça a fait que mon dossier était moins bon, donc j'ai attendu plus longtemps avant de le déposer. Et en fait, j'ai passé en vrai 2 ans d'enfer administrative, personnel, sans avoir de droit au chômage, sans avoir droit à RSA. En fait, j'ai été extrêmement précaire. Et heureusement que j'ai des amis qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, et que j'avais pas d'enfants à charge, de parents à aider, de crédit, tu vois, d'achat, parce que clairement, ça aurait pu me mettre dans une situation encore plus compliquée. Et en parallèle, j'ai des problèmes de famille, de rejet familial très intense sur à la fois ma transidentité, mais aussi d'autres choses qui font que j'étais en PLS, ma santé mentale a chuté, et même si je suis très fort mentalement, j'avais besoin d'aide. Sauf que quand t'es trans et que t'as besoin d'aide, va trouver un psychiatre en urgence. J'ai mis 4 mois et demi à trouver un psychiatre. Parce qu'il y en a très peu de disponibles déjà tout court, mais il y en a très peu qui acceptent les personnes trans. En fait, j'ai besoin d'aide sur des trucs et je me retrouve aussi face à la transphobie, les difficultés d'avancer et le manque d'informations sur comment je peux faire. Et là, je suis encore dans des démarches administratives. Et donc, en fait, le perso et le pro se mêlent parce que, par exemple, mon nom n'est pas encore changé sur toutes les plateformes. Je suis en train de galérer avec les impôts, ça fait 3 ans, que j'ai toujours pas ça n'a pas été actualisé. J'ai toujours pas de carte vitale parce que je galère à faire changer ma carte vitale. Donc à chaque fois que je vais à la pharmacie, c'est une galère. À chaque fois que je vais faire des analyses sanguines, ce qui arrive quand même régulièrement, parce que on vérifie mes taux d'hormones et compagnie, et ben je me fais engueuler par les gens, donc je me fais humilier. Donc en fait c'est dur, c'est extrêmement dur moralement, personnellement. L'administratif est extrêmement humiliant. Et il y a des choses que je n'ai pas faites parce que c'est trop dur en fait. Et donc pour me payer, ça a été compliqué sur certaines plateformes parce qu'il y a des plateformes qui n'ont pas compris que c'était encore moi. Il a fallu que je fasse des démarches qui prennent 150 ans parce qu'on est en France. Et donc c'est encore le bordel et c'est encore parfois compliqué. Je sais plus quelle était ta question, mais en gros voilà, la transidentité quand déjà de faire un coming out et d'entamer des démarches, c'est compliqué. Je parle même pas des opérations, hein. J'ai attendu 2 ans pour avoir des opérations et j'ai dépensé je sais plus combien d'argent. J'ai arrêté de compter à un moment donné en rendez-vous médicaux. En tant que ça prend aussi, ça m'a impacté mon travail parce qu'il a fallu que je bloque 1 journée et demie par semaine pour m'en occuper. Donc nécessairement, ça a un impact sur ton Ouais, business le parcours, qui est on se rend énorme. pas compte, mais Ouais, on se rend pas compte en fait. ouais, Personne ne fait ça quand pour on le est plaisir, hein. extérieur, on se rend pas compte. Personne ne se Ouais. confronte à l'administration française pour le plaisir. Vraiment, je trouve que ça rentre les gens C'est qui clair, disent que non c'est une mais mode, qu'on fait ça pour se marrer. Et puis, ouais, ne serait-ce que ouais. l'impact, en fait, évidemment, après, j'ai commencé à prendre des hormones. Donc, ça veut dire clairement faire une piqûre toutes les 2 semaines. Ça veut dire trouver des infirmiers. Ça veut dire toutes les semaines, je suis en galère, ou toutes les 2 semaines, je suis en galère pour trouver des infirmiers parce que faut que je le combine avec mon agenda professionnel. Je me balade, donc c'est compliqué de changer d'infirmière toutes les 2 semaines. Et en fait, d'un point de vue organisationnel, c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'il y a des pénuries de médicaments. Donc quand je vais à la pharmacie, j'y vais 1 fois toutes les 2 semaines. Maintenant, j'en fais 10 à la filée parce qu'en fait, j'ai jamais mon traitement. C'est en termes de temps dépensé et d'énergie dilapidée que tu mets pas dans ta boîte et pour tes clients, c'est considérable et c'est extrêmement dur parce que la société te dit que
que c'est un choix, que tu fais ça pour te marrer, que tu fais ça parce que je sais plus quelle autre raison on nous invente, mais parce que t'es endoctriné. Personne ne m'a dit Mm. de transitionner, personne ne m'a dit que j'étais trans, et personne ne se dit trans juste parce que c'est une expérience. En fait, c'est pas une expérience, c'est juste Mm. un parcours extrêmement violent, et il n'y a pas de discussion là-dessus, quoi. Mm. Bah, mais en tout cas, merci de partager tout ça et parce qu'effectivement, je pense que quand on est extérieur à tout ça, on se rend pas compte. Et puis, bah, comme tout, la base du rejet, c'est la méconnaissance et voilà, le fait de ne pas savoir, et c'est souvent la base du rejet pour à peu près tout. Donc, je pense que c'est important de relayer ce type d'informations et merci beaucoup de le faire ici. Ce que je comprends, c'est que le parcours est vraiment très compliqué. Tu parles de vie pro, vie perso mêlée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important et dont j'ai parlé avec d'autres invités dans d'autres contextes où, en fait, on a l'impression qu'il faut séparer les deux alors que, surtout, en plus, quand on est entrepreneur solo, enfin, c'est impossible de séparer les deux. En fait, le pro et le perso, c'est lié et il y aura toujours un impact. Et je pense que plus on le dira, plus ça légitimera aussi des personnes qui se sentent pas bien dans le contexte dans lequel elles sont et qui vont pouvoir avoir une certaine légitimité à dire ah bah non bah là je peux pas aller dans cette voie-là parce que bah, personnellement en fait, je n'ai pas la force ou je ne peux pas tu vois même avec des enfants etc. Moi c'est ce qui m'est arrivé par rapport aux enfants. Avoir des enfants en bas âge, bah, tu peux pas tout te permettre en termes d'ambition professionnelle. Tu dois jauger. Et je trouve ça important que tu aies soulevé ça, le pro et le perso qui sont intimement liés. Aujourd'hui, par rapport à ton agence Alan, est-ce que tu penses que t'es encore en cours d'évolution ou est-ce que là, t'as trouvé une certaine forme de stabilité dans ce que tu veux transmettre, dans les projets que tu veux accompagner, dans la communication que tu fais sur tes activités? Excuse-moi, est-ce que je peux revenir un tout petit peu sur, je peux dire un petit mot sur pourquoi l'entreprise, en fait, au-delà de ne pas séparer, de pas vouloir séparer, a un rôle, en fait, je Mhm. pense, dans notre vie perso. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Carrément, carrément. En fait, ouais, ça me paraît. Je vais juste m'arrêter là-dessus parce que je pense que c'est là où après je referai le lien avec mon agence, mais c'est là je Mhm. pense qu'on se trompe de route. L'entreprise, elle est nécessairement personnelle et le personnel est nécessairement lié à l'entreprise et lié aux politiques. Effectivement que la vie perso, elle impacte notre manière de travailler, mais je pense aussi, alors je sais plus les chiffres, mais il y a aussi des choses qui émergent dans le travail, parce que c'est là où on passe beaucoup plus de temps, notamment sur les violences conjugales. Il faudrait se renseigner là-dessus, mais j'avais entendu quelqu'un qui disait qu'il y a quand même, c'est à qui on parle quand on est victime de violences conjugales, c'est à nos collègues, c'est dans le travail que ça peut émerger aussi. On est beaucoup plus au travail que dans notre vie perso, parce que c'est là où on passe plus de temps. Mhm. Et donc l'entreprise, elle est aussi témoin de nos histoires personnelles et de nos combats personnels, et ça a un impact sur la manière de travailler. Et c'est là où on peut aussi prendre en charge et en compte des sujets à la fois structurels qui dysfonctionnent dans la société, en fait, que ce soit sur l'inclusion, que ce soit sur la gestion des violences conjugales, que ce soit sur la santé. Et effectivement, je pense qu'on a un rôle politique, en fait, à jouer en tant qu'entreprise et en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est là ce que j'ai compris en étant en comprenant que j'étais trans, en comprenant qu'est-ce que ça voulait Mhm. dire être un indépendant, indépendant tout court, mais indépendant du fait que je sois trans. Bah du coup, je dois mettre plein de choses en place. En fait, j'ai compris que je pouvais plus, que c'était plus possible pour moi de ne pas politiser mon travail et de ne pas m'impliquer sur là où je pouvais, en fait. Et je pense Mhm. qu'on a ce rôle-là, en fait, en tant qu'entrepreneur, parce que on a un impact sur la société, les décisions qu'on prend, les relations qu'on a avec nos clients, avec les contextes dans lesquels on met
nos salariés, nos collègues, que ce soit en termes, voilà, comme je disais, d'inclusion, mais aussi de bien-être, d'écoute, de lutter contre les violences systémiques, contre les micro-violences, que ce soit grossophobes, validistes, transphobes, homophobes. En fait, tout ça, on fait comme si ça n'existait pas parce que c'est plus simple, mais c'est juste que c'est là et ça impacte notre travail. Et quand on prend ça en compte, moi j'ai la profonde conviction aussi pour le vivre dans d'autres espaces qui sont plus personnels, dans je participe par exemple à des événements qui sont autogérés, des festivals autogérés avec 2-3 000 personnes en créatifs et en fait où chacun peut proposer quelque chose. Donc on explore ce que ça veut dire aussi fonctionner autrement, fonctionner avec moins de verticalité, et qu'est-ce que ça veut dire créer une société inclusive. Et en fait, on se rend compte que tous ces principes-là d'autogestion, de gouvernance partagée commencent à s'impliquer aussi, à s'appliquer dans le travail, à s'appliquer dans des structures, dans de plutôt grosses structures, qui a tout un courant qui s'appelle le courant Opal, où on explore aussi ça, de comment on peut être au service de l'individu pour son épanouissement perso et professionnel, mais aussi au service du collectif sans en être moins productif, sans perdre du temps, évidemment, il y a une notion après de décroissance, de capitalisme et tous ces sujets-là qui sont imbriqués. Mais en fait, moi, j'ai la profonde conviction qu'on peut créer des espaces dans nos entreprises et dans notre vie personnelle qui soient plus inclusifs, plus doux, plus justes et plus politisés et qui nous permettent de travailler mieux et de travailler au meilleur endroit individuellement et de pas freiner des entreprises. Je pense que la réalité, c'est que nos vies perso et tous nos trucs qu'on met dans la case perso ralentissent nos entreprises. Bon, j'ai pas de chiffres à sortir et j'ai pas regardé d'études parce que je pensais pas qu'on allait parler de ça. Mais je pense que clairement, quelqu'un qui se suradapte constamment sur les douleurs menstruelles, sur les violences conjugales, sur la microviolence, en fait, si on prend ces sujets-là en compte et qu'on crée structurellement des espaces qui soient plus respectueux des uns et des autres, et des unes et des autres, bah nécessairement, en fait, les gens vont se sentir mieux, donc on va mieux travailler. Et tout ça, ça a déjà été prouvé, en fait. Faudrait peut-être que je t'envoie des ressources par la suite par rapport à ça, mais c'est prouvé. Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, suite à mon coming out. J'ai cassé mon entreprise de photographe pour créer une agence de communication qui soit douce, inclusive, safe, dédiée aux freelances et aux freelances qui se sentent atypiques. Parce que j'ai cette conviction que si on travaille notre posture individuellement, si on crée des systèmes de communication qui soient adaptés vraiment aux personnes et sans répondre à des injonctions, ben on empouvoire les gens et on leur permet de prendre leur place, d'être plus visibles et de plus visibles sans s'excuser, sans se suradapter à l'écosystème de je dois être entrepreneur, donc il faut que je sois la meilleure version de moi-même avant de communiquer, il faut que je corresponde à telle image. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de prendre confiance en nous. Et c'est tout ça qui est politique, c'est que les personnes qui sont minorisées, les personnes qui se suradaptent, les personnes sexisées qui subissent du sexisme, n'ont pas intégré qu'elles ont le droit d'être là et qu'elles ont leur place parce qu'on est dans un monde violent, patriarcal, qui reproduit des violences. Et vraiment, d'un point de vue d'entrepreneur, qu'on ait une petite entreprise ou qu'on ait des salariés, on a tous un rôle à jouer dans ces sujets-là pour permettre aux gens d'être plus heureux et plus respectueux les uns des autres. Et inverser aussi les violences systémiques, en fait, et les micro-violences de la société, quoi. Et puis je pense que quand on voit, et pour avoir parlé, interviewé pas mal d'entrepreneurs, ceux qui sont passés par le salariat, quand ils ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi parce qu'ils trouvaient pas leur place et que ils n'arrivaient pas à avoir une sérénité dans leur vie au global en étant dans une entreprise qui leur permette pas de mieux gérer leurs horaires, d'intégrer, respecter par ses collègues. Voilà, exactement. Et du coup, ils ont trouvé ce moyen qui, pour certains en plus, n'est pas forcément la solution. Et du coup, c'est là où c'est dommage. Parce que ils ont parce qu'il y a pas beaucoup ils de sont choix, un peu allés dans l'entrepreneuriat par dépit. Bah oui. C'est une manière. Moi, je suis allée dans l'entrepreneuriat par dépit, en vrai. Si en tant que photographe, j'avais pu avoir un poste de salarié dans une boîte qui me plaise, en ayant la conviction que j'allais me faire respecter, que j'allais pas subir du sexisme, que j'allais pouvoir adapter mon rythme de travail avec ma santé, je l'aurais fait.
Mais en tant que photographe, d'être salarié, ça n'existait plus. Avoir des horaires aménagés, c'est pas possible. J'ai jamais pu, parce que ce que j'avais n'a jamais été reconnu, j'ai jamais trouvé ce que j'avais. Alors on m'a dit que j'avais la maladie de Lyme, on m'a dit plein de choses, mais comme je n'aurais pas pu avoir une allocation de travailleur handicapé, et finalement ça s'est résolu avec le temps parce que j'ai travaillé dessus et j'ai trouvé d'autres manières d'aller mieux. Mais effectivement, j'avais pas le choix que de monter ma boîte. Et par contre, une fois que après on monte sa boîte, on grandit, bah, quelle responsabilité on prend en fait avec nos entreprises qui grandissent et qu'est-ce qu'on permet aux gens qu'on remet dans la boucle en fait avec nous, qu'est-ce qu'on crée en fait avec le pouvoir et la place qu'on s'est donné, comment on redistribue aussi et comment on crée des espaces safe dans le travail. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça quoi. Parce que juste pour une femme de ne pas se faire couper la parole, d'arriver à porter ses idées et pas se faire mansplainer par un homme en after work, rien que ça, c'est une galère. Donc effectivement, on lance nos podcasts parce qu'on n'a pas la parole ailleurs. On crée nos boîtes parce qu'on n'a pas le choix, parce que en fait, on trouve pas dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, de ce que j'entends aussi, des endroits sécures, respectueux, dans lesquels on peut s'épanouir pro et perso, quoi. Et sentir Exactement, légitime et et c'est encore valorisé. ça évolue, mais c'est encore très marginal. Enfin, ça concerne très très peu d'entreprises qui intègrent cette réflexion-là et qui l'intègrent. Enfin, il y a intégré la réflexion et il y a passé à l'action aussi, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui en parlent, mais en soi, dans la réalité du quotidien des C'est salariés un de vrai cette travail, entreprise, c'est quoi, pas forcément. de rendre quelque Ouais, chose ouais, inclusif. ouais. Ça prend plus de temps au début, il faut se former. Moi-même, sur des sujets qui peuvent parfois me concerner, je me dis, mais voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'on change de paradigme. On fait plus contre les autres, mais avec. Donc, il faut apprendre à écouter les gens concernés. Ça prend du temps. Il faut se former à comment créer des systèmes. Faut changer d'outils parfois. Enfin, c'est vraiment aussi, je pense, une espèce de révolution qui part de l'intérieur et qui demande du travail. Ça demande à investir. Ça demande plein de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui forment. Il y a plein de gens qui forment à tous ces sujets-là. Il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de solutions qui sont en vrai parfois pas très compliquées, hein. Mettre du consentement dans nos relations clients, c'est juste arrêter de faire du marketing agressif, arrêter d'avoir certains sujets, c'est rajouter de l'écriture inclusive. Enfin, il y a plein de petites choses en fait qui finalement rendent la vie plus facile et qui font qu'on se sent plus respecté. Mais ça, faut aussi partir. Là, je repars dans un truc un peu entrepreneurial, mais partir du principe qu'on est légitime. Il y a aussi un truc que je vois dans le salariat pour avoir fait beaucoup en photo en entreprise et avec le recul, c'est que il faut croire en ce qu'on est pour oser ne pas jouer le jeu d'un jeu qui nous plaît pas. Et je pense qu'il y a un peu ce truc-là dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat te pousse à croire en toi et t'as pas le choix que d'aller créer tes propres règles, créer ton propre cadre, créer ta propre réalité sur mesure pour toi parce que c'est ce que tu as décidé de faire et t'as pas le choix pour que ça marche. Il faut que tu le fasses. Mais ça demande en fait du courage et ça demande d'y croire et le syndrome de l'imposteur et en fait j'ai l'impression que c'est un chemin qui est hyper difficile parce que on se prend tout ça en pleine tronche sur lequel il faut qu'on travaille. Mais il y a, je pense, aussi plein de personnes qui vont dans l'entrepreneuriat et qui pourraient être peut-être mieux. Il y a aussi cette injonction à être dans l'entrepreneuriat et on pourrait peut-être parfois mieux vivre dans une structure différente, dans une structure avec d'autres règles, avec une autre taille, avec un autre poste et peut-être croire en soi aussi dans d'autres structures, croire en soi qu'on peut demander Carrément. des aménagements, du sur-mesure, à ne pas faire du marketing difficile. En fait, si on avait des entreprises plus respectueuses, ben, il y aurait peut-être moins de gens qui auraient envie de recréer d'autres réalités en parallèle en fait et qui auraient envie de s'impliquer dans les structures. Ah oui, non, c'est clair. Ce que tu disais par rapport à l'entrepreneuriat et du coup ce que ça nous pousse à faire, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des injonctions, et t'en as parlé au tout début de notre conversation, notamment sur la croissance, etc., dont on doit s'extraire. Donc il y a quand même des injonctions dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, on a plus de liberté pour s'en extraire quand on arrive à trouver le chemin.
Et en fait, ça nous fait énormément grandir. Je pense que j'ai jamais autant grandi dans mes années d'entrepreneuriat que dans les années que j'avais dans le salariat, parce que ça te pousse à te connaître toi-même et ça revient au parcours que toi t'as eu par rapport à ton identité. Je pense que entreprendre, c'est aussi se plonger vraiment sur qui on est et ce qu'on veut et comment on veut impacter les gens autour de nous et le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est une grosse richesse. Enfin, je suis tellement contente, même si c'est difficile, même si souvent on galère, que ce soit financièrement ou même dans les relations qu'on peut avoir avec nos clients ou nos partenaires. Euh, c'est tellement, ça apporte tellement. Enfin, j'ai personnellement tellement grandi avec ça que je suis contente d'avoir fait ce choix d'entreprendre, même si à la base, comme toi, c'était par dépit. Et c'est parce que je trouvais pas ma place en entreprise. Ah ouais, c'est un Euh, accélérateur incroyable, hein. mm, carrément. Je voulais que tu nous parles un peu de ton agence et de ce que tu fais et parce que t'as beaucoup parlé du coup de comment ça a évolué, comment ça s'est transformé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous illustrer qui tu accompagnes, comment tu le fais, comment tu arrives à un peu impulser toutes ces valeurs et tous ces moyens d'action au sein de ta boîte? Bah, ça passe par plein de choses. Bon, déjà pour réexpliquer, je suis photographe, réalisateur, communicant, et j'ai monté une équipe de personnes féministes, parfois queer, parfois pas. Je travaille aussi avec des mecs cis. Et on politise le travail de la communication. L'idée, c'est d'accompagner des freelances et des petites structures qui se sentent atypiques dans le sens où ils ont des atypies parce qu'ils se sentent pas en adéquation avec leur écosystème. Donc, c'est souvent parce qu'on leur dit qu'ils sont différents. Mais en vrai, tout le monde est différent. Et donc, on va parler Mm. à des personnes qui subissent du sexisme parce que, en fait, malgré que ce soit 50% de la population, les femmes ne trouvent pas leur place à plein d'endroits parce que patriarcat et parce que sexisme. Ça va être des personnes handies, ça va être des personnes racisées, ça va être des personnes minorisées pour d'autres raisons, ça va être des personnes trans, des personnes queer, et j'en oublie certains. Toutes ces personnes qui sont marginalisées du fait d'être pas dans la norme. Et le travail que je fais, c'est que je me suis rendu compte que grâce à un travail sur la communication, on pouvait prendre sa place. C'est tout bête. Alors la représentation ne fait pas changer les lois, c'est sûr, mais ça te permet à minima d'habituer les autres à ce que tu existes, de t'empouvoirer toi-même, Mm. de prendre ta place dans l'écosystème et d'avoir ta place en tant que professionnel comme les autres. Mais ce que je fais, c'est que je vais pas demander aux gens d'enlever ce qu'ils sont, de lisser ce qu'ils sont, de jouer un rôle pour se faire accepter. Et on va plutôt encourager les personnes à trouver un juste milieu entre comment je parle de qui je suis, comment je parle de mes spécificités, de mes atypies entre guillemets, et comment je rentre dans cet écosystème en trouvant ma juste place. Et pour certains, ça va être comme moi de dire je suis trans, je suis un entrepreneur queer. Pour d'autres, ça va être je veux pas le dire, je veux juste travailler avec des gens safe, travailler dans de bonnes conditions, travailler avec certaines personnes. Donc en fait, ce n'est pas une énième injonction à dire regardez, je suis différent, travaillez avec moi. C'est surtout permettre aux freelances de trouver de l'équilibre et un sentiment d'empouvoirment, de motivation, mais aussi une manière de protéger sa santé mentale, et je t'explique après pourquoi, grâce à ce type de communication. Donc, faire des images sans retoucher, en tout cas en retouchant moins, en plutôt voilà, dans un élan d'acceptation de qui on est, se raconter tel qu'on a envie, accompagner les gens à être plutôt en paix avec leur image, avec ce qu'ils veulent renvoyer, avec leur storytelling, avec leur pourquoi, et leur proposer des outils qui soient adaptés à leur vraie activité, leurs vrais besoins, et pas rentrer dans une énième injonction de il te faut un tunnel de vente, il te faut un site web, il te faut Instagram, il faut que tu communiques tous les jours sur LinkedIn. Tout ça, c'est encore des injonctions qu'on entend. Mm. Et en fait, dans tout ça, il n'y a pas de règle. Il y a juste pour toi un chemin ou pour toi des étapes qui te qui sont adaptées pour toi. Et
quand je dis que je politise, c'est que je remets les gens au centre de leur propre choix. Moi, je vais avoir un avis, je vais avoir une vision pour mes clients, évidemment. Mais ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat, et ce que j'ai expérimenté moi, et ce que j'ai vu chez tous les gens autour de moi, c'est que la seule chose qui compte, c'est son propre rythme, c'est notre propre chemin personnel, mais aussi la relation qu'on a avec notre petit bébé entrepreneurial et notre petit projet à nous, parce que on ne peut pas grandir plus vite que le rythme naturel de notre propre évolution. En fait, on peut pas se dire demain, je vais avoir telle posture, je vais faire ci, je vais faire ça. Même si on pouvait, même si je t'apportais tous les moyens financiers de le faire, ça irait trop vite par rapport à ta propre construction. Donc, il y a besoin d'intégration aussi, besoin d'intégrer, besoin de changer de posture progressivement. Pour prendre mon exemple, je suis passé de photographe à agence, je communique plus de la même manière, je parle pas des mêmes sujets, je me positionne pas de la même manière, ma communication n'est plus la même, mes images sont plus les mêmes parce que j'ai changé de posture et il a fallu que intérieurement, je me réajuste. Et donc je vais pas demander aux gens d'aller plus vite que ce rythme-là. Donc on va respecter le rythme des gens parce que déjà parce que c'est important pour la santé mentale, parce qu'il faut respecter les gens et parce que les gens savent ce qui est bon pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup d'injonctions aussi dans les personnes atypiques de mais non, t'es pas ceci, mais non, t'es pas cela. En fait, écoutez les gens concernés. Je pense que les clients parfois ils savent pas exactement ce qu'ils veulent et il faut les accompagner. Il faut leur demander leur consentement avant de leur donner des conseils, mais c'est eux qui savent en fait s'ils sont en mesure d'entendre tes conseils, si c'est le bon moment pour eux. Donc je mélange aussi des outils de coaching, de l'accompagnement émotionnel avec tous ces sujets-là, pour pas griller d'étapes en fait. Grille d'étapes, c'est d'aller dans le mur. Ce qui compte, c'est qu'on avance et qu'on n'arrête jamais jusqu'à ce que ça émerge. Et c'est le chemin qui compte. Et c'est pas d'arriver à quelque part. Donc je vais veiller à ce que chaque virage qu'on prend et chaque marche qu'on franchit soit ajusté par rapport au rythme interne, au rythme de l'entreprise, mais aussi ce que le porteur de projet est prêt à vivre en fait. Et ça, c'est pour moi le respect fondamental des gens et de l'écoute. Et d'ailleurs, mon logo, il y a un peu tous ces sujets, il y a un peu dans le logo de l'agence Alan, il y a un peu tout ça. Il y a le chemin, il y a plein de possibilités dans ce chemin. Il y a cette espèce de labyrinthe où on sait pas en fait quelle étape on va prendre, quel chemin quel virage on va prendre. Et il y en a plein en fait de possibles. Et c'est aussi remettre les porteurs de projets au centre de leur projet pour les respecter, les empouvoirer en fait comme ils sont, et aussi rappeler aux gens qu'ils sont légitimes. Je pense qu'il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur dans l'entrepreneuriat chez ces personnes-là, des personnes atypiques, parce que en fait le monde nous explique qu'on n'est pas normal et qu'on n'est pas normaux et que c'est nous le problème. Mais si on enlève ça, alors ça prend du temps certes, mais si on enlève cette pensée que c'est pas nous le problème et qu'on se dit ok, moi j'existe, je suis là, c'est pas négociable en fait, j'existe et je vais faire mon projet quoi qu'il arrive. Du coup on fait pas les choix de la même manière et on communique pas de la même manière et l'impact il est beaucoup plus fort parce qu'on n'est plus en train de jouer un rôle pour se conformer. Mais ça demande aussi d'avoir une bonne connaissance de manière 360 de la communication pour à la fois mêler les bons outils au bon endroit, mêler la bonne image, et on couple parfois des offres sites avec de référencement, mais ça peut être de l'accompagnement mensualisé sur la communication sur Instagram pour ajuster en fait à plein d'endroits tout ça et autonomiser les gens dans leur communication. Et excuse-moi, je vais être un tout petit peu long, je vais parler de santé mentale. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu as les bons outils pour travailler et que tu as ton image et ta communication qui bossent pour toi, entre guillemets, tu peux être en PLS un jour sur deux, tu peux travailler, j'allais dire travailler ta santé, mais c'est clairement ça, hein, ce qui se passe pour les freelances atypiques qui sont en situation de handicap. En fait, ça prend du temps, donc il te faut du temps. Et donc, tu peux avoir plus de temps pour t'occuper de ta santé mentale et ne plus être dépendant de tes hauts et tes bas personnels et émotionnels. Et en fait, ça permet d'embrasser qui tu es, mais aussi mettre un petit peu à distance ton image pour travailler dessus, mais surtout pour que ton image, elle soit en soutien de qui t'es, de tes émotions et que tu sois plus dépendant de ta motivation interne. C'est aussi permettre à ce que à ce que la communication te motive et te rebooste, et tu peux te cacher derrière, entre guillemets. C'est comme une entreprise classique, en fait. C'est permettre aux freelances d'avoir les mêmes distances avec leur entité entreprise
et créer une personnalité, créer un branding dans lequel tu te sens bien, qui t'encourage, qui te motive et qui te permet d'avancer, peu importe les obstacles que tu vas avoir en fait sur ton chemin. Très clair. Non, c'est très clair la manière dont dont tu illustres l'accompagnement de tes clients, etc. J'avais une question sur la forme. Si je comprends bien, l'agence Alan, s'apparente à un collectif de freelance, c'est ça? Ouais. Alors j'ai fait des choix qui sont pas Et faciles à faire par rapport à ouais. ça, ouais. Et j'avais une question sur justement l'alignement des personnes qui font partie du coup de ton agence, sur les valeurs que tu viens de nous exprimer, la manière dont tu accompagnes tes clients, etc. Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que tout le monde soit aligné sur cette manière d'accompagner? Tu parlais de collectif, effectivement, moi j'ai fait le choix d'appeler ça une agence. Euh, Mhm. Parce que le collectif, c'est super, mais j'avais envie de permettre aux freelances de s'offrir une agence, entre guillemets, et de s'offrir le fonctionnement d'une agence, avec quelqu'un qui soit là pour, en tant que chargé de projet, pour veiller à ce que leur projet aille au bon endroit, pour veiller sur l'équipe aussi, et chapeauter les choses, et pas être individuellement avec chaque personne. Qui est aussi une vision Ok. d'ensemble et une vision de conseil qu'on peut avoir en agence, mais beaucoup moins en collectif, où tu vas faire des choses peut-être un peu, tu vas un peu zoomer sur des aspects. Moi, mon rôle, c'est aussi pour ça que je l'ai personnifié, je parle plutôt d'agence, c'est d'avoir une vision globale et que moi, je vais te créer une équipe qui soit sur mesure pour toi. Par rapport à l'équipe, effectivement, je travaille pas avec n'importe qui. Je travaille avec des gens qui sont éduqués sur des aspects de consentement et de féminisme, pour qu'à minima avoir du recul et de l'écoute et de la remise en question sur nos manières de fonctionner. Par rapport au consentement, ça va être des choses qui peuvent paraître anodines ou peut-être poussées à l'extrême pour certains, mais on va demander le consentement avant de faire des conseils, avant de faire une proposition commerciale, avant de revenir vers les gens. On va respecter leur temporalité. J'ai des clients qui me disent bah non, relance-moi dans 3 mois parce que c'est pas le moment. Je vais pas négocier, je vais pas les relancer dans un mois, je les relance dans 3 mois. Mhm. Ça c'est tout bête. Voilà, les conseils, c'est pareil. Les gens, ils ont tout le temps des conseils dans la communication pour tout et pour un rien. En fait, je vais demander à la personne, est-ce que tu as envie d'être conseillé là maintenant? Est-ce que tu veux mon avis? Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Mais aussi prendre en compte, voilà, la temporalité, j'en ai parlé, mais voilà, le consentement je pense qu'en marketing, on met pas assez de consentement aussi dans notre prospection. Je vais pas aller contacter quelqu'un sans son consentement, faire un vocal de 5 minutes sans son consentement. Moi, je suis très vocal, par exemple. Je vais Mhm. assurer que les gens soient OK avant de recevoir un 4 minutes de vocal de nulle part. Parce que pour certaines personnes, ça rend être une agression, ça peut être violent, ça peut ne pas être simple parce que c'est pas leur canal de communication idéal. Donc en fait, on va aussi créer le bon canal pour les gens. Moi, j'ai évidemment ma manière de travailler, j'ai mes limites, je peux m'adapter à certaines choses. Il y a des personnes, si elles fonctionnent que par mail et que par écrit, peut-être ça va pas fonctionner pour certains projets, par exemple. Donc moi, je vais clarifier les conditions de travail, le temps dont on a besoin, les conditions d'échange, les conditions de vente aussi, de comment les transactions se font, pour pas qu'il y ait non plus cette injonction à faire rentrer du client pour faire du chiffre. J'ai aussi une Mhm. vie à côté, j'ai euh, d'autres projets parce que je fais encore de la photo à côté en entreprise par exemple, et j'ai aussi un modèle économique qui ne m'oblige pas parce que j'ai une vie entre guillemets politisée où je vis avec pas beaucoup de moyens et c'est un choix parce que j'investis tout dans mes projets artistiques et en fait du coup mon idéal c'est de pas avoir besoin de rentrer trop de clients mais de pouvoir choisir mes clients. Donc ce que je fais c'est que je prends pas tous les clients qui rentrent Mhm. parce qu'il faut vraiment que moi aussi je sois consentant dans l'échange à les accompagner et que j'ai un vrai oui, un vrai élan franc de les accompagner. Et mon consentement est aussi important. Je pense qu'il y a des choses dans les relations de travail qui peuvent partir en cacahuète parce que les gens veillent pas à leur consentement, parce que on va travailler trop pour quelqu'un, parce qu'on travaille pas aux bons horaires, parce qu'on va trop s'impliquer. Et en fait, ça, je pense que ça, si on est tous et toutes responsables de son propre consentement et qu'on s'écoute, les clients comme moi, je les écoute, et ben en fait, c'est plus simple. Clairement, sur la temporalité, par Mhm. exemple, c'est beaucoup plus simple.
moi, je m'oblige pas, je m'oblige plus en tout cas, à répondre à un client le soir. Et tout ça, c'est quadrillé en fait, c'est clarifié. Après, par rapport aux micro-violences, bah, on est à minima éduqué sur des sujets de féminisme, de classisme, de validisme, voilà, on est un peu sur des trucs un peu sociologiques. On va pas parler de la même manière à certains clients. On va mettre un peu de douceur à certains endroits sur certains sujets parce que on sait que les personnes qui portent un handicap sont systématiquement questionnées là-dessus, par exemple. Et donc, il y a des choses que je vais pas dire parce que je suis éduquée à ça. Et donc, je travaille avec des gens qui font attention à ça. Attention à ne pas reproduire nous-mêmes dans nos automatismes des choses qui pourraient être violentes pour les gens concernés, par exemple. Et puis, c'était quoi la question? Qu'est-ce qu'on met concrètement en place? Et puis, il y a des offres. Je sais que dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des offres. Il faut avoir des offres tout définies. C'est bien dans une certaine mesure. Et moi, j'ai un peu pris les choses à l'inverse. C'est que j'ai créé toutes les offres dans chacun des chemins de communication, enfin chacune des étapes, pour te permettre d'avoir du sur-mesure et à la carte. Donc j'ai des offres quadrillées, avec il y a des formules, je sais le temps que je passe pourquoi, sauf que le temps, ce qu'on y met dedans, c'est ce qu'on décide avec le client. Quand je suis chargé de com mensualisé en tant que freelance sur une structure, on va définir du cahier des charges ensemble, et du coup c'est à la fois c'est une manière de cadrer les choses tout en faisant du sur-mesure et de l'organique à l'intérieur. Et ce qui fait qu'on va pas formaliser les choses pour tout le monde. Pour 3 projets sur le même secteur, avec un peu les mêmes profils à la tête des projets, je vais pas du tout accompagner de la même manière. Parce qu'il y a aussi la personnalité, il y a aussi la manière dont on fonctionne, les neuroatypés pour certains, et juste les goûts, les cultures différentes. Et en fait, tout ça, on le prend en compte pour faire du sur-mesure sur comment on accompagne, qu'est-ce qu'on propose, quand est-ce qu'on propose et comment on le propose. C'est en fait tes offres, c'est une porte d'entrée quoi. Après, tu viens personnaliser. Et c'est souvent avec, la photo, la porte d'entrée en fait dans la communication pour les entrepreneurs. Le premier point de départ, c'est qu'il nous faut un petit book sur LinkedIn, une photo de profil, un petit pack média pour envoyer quand je fais des conférences. Et c'est souvent la porte d'entrée de c'est là je me pose des questions en fait, qui je suis, c'est quoi ma posture, c'est quoi mon image, qu'est-ce que je veux qu'on se dise et qu'on ressente quand on me regarde, qu'est-ce qui me va en fait physiquement, comment je me mets en avant sans et comment je me trouve bien aussi, comment je me trouve confortable avec mon image, stylée, confiant, et en même temps comment je renvoie la bonne image qui est bonne pour moi, et comment je me respecte. Il y a aussi cette injonction à tout partager, à faire des photos de ce que tu as mangé le matin sur Instagram. En fait, on n'a pas non plus besoin de tout dire et tout faire et tout mettre sur la place publique. La seule chose, c'est il faut se poser les bonnes questions au bon endroit et être bien conseillé. Et en fait, en rajoutant des outils de coaching, en mettant les personnes au centre de leurs propres décisions, sans leur imposer des choses, en fait, on les guide de manière douce, sans leur dire ah non, moi, toi, il faut que tu sois sur du fond rouge avec un costard. Voilà, on va pas forcément dire ce genre de choses. On va plutôt laisser les gens processer en ayant les informations. Et c'est quand je dis comment on avance et comment on fait des propositions, c'est exactement ce que je fais. Je vais pas te dire quoi faire. Je vais te dire voilà ce que je pense pour toi. Si tu veux un conseil, voilà, je pense que ce qui serait utile pour toi et bien à ce moment-là, c'est ça. Mais tu fais ce que tu veux. Si tu décides que finalement non, viens, on rétropédale, on prend l'offre en dessous, viens, on y va progressivement, viens, on fait ça en plusieurs étapes. Voilà, on n'est pas, on n'a pas la science infuse, et les gens quand ils ont les informations, en fait, quand ils comprennent ce que c'est que de communiquer, quand ils comprennent quelles questions ils doivent se poser avant de faire les choses, quand on leur donne les informations de voilà tout ce qui est possible, voilà tout ce que tu peux faire, voilà ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat, mais voilà ce que je te conseille par rapport à toi, eux, ils peuvent trouver leur propre curseur, en fait. Ok, très clair. On arrive à la fin de l'interview. On a abordé plein de choses, c'était super riche. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder, qu'on est peut-être passé à côté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Non, là, je me sens vachement honorée d'avoir le temps d'expliquer la vision politique et puis comment ça fonctionne concrètement. Et j'espère que c'est assez clair aussi, parce que parfois, ça peut être beaucoup des trucs un peu nébuleux. Trop bien. Non, je pense que j'ai abordé beaucoup de choses déjà. Ouais, trop bien, trop cool. De toute façon, les auditeurs et les auditrices pourront
venir te poser des questions et continuer la conversation avec toi s'ils veulent explorer un des sujets un peu plus en profondeur. Trop bien. On arrive du coup aux 2 dernières questions du podcast. La première, c'est est-ce que tu as des ressources à conseiller aux auditeurs et aux auditrices aujourd'hui, en lien avec ce que tu as dit ou pas, le format que tu souhaites, comme tu veux, ce qui te vient. Bah, on a quand même beaucoup parlé j'ai parlé d'horizontalité et de gouvernance partagée. Il y a un bouquin qui m'a fait beaucoup de bien, un bouquin sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Gouvernance partagée, je crois. Entreprise Opale, c'est Frédéric Laloux qui a... Ah non, c'est Reinventing Organization. C'est en anglais, c'est Frédéric Laloux. Je pense que c'est un livre qui peut mettre beaucoup de graines sur comment on peut fonctionner en respectant les gens dans des plus ou moins grandes structures. Reinventing Organization. Je pense que c'est un livre chouette à lire. Qu'est-ce que je peux On le mettra dans conseiller? la description. Je peux conseiller sur des sujets de transidentité le spectacle de Lou Trottignon, qui est un humoriste trans, qui a un spectacle qui est super drôle, et ce n'est pas un humour de niche, ce n'est pas que pour les personnes trans. D'ailleurs, ça se voit dans les salles, il y a un peu de tout, et je pense que ça fait du bien si vous voulez une manière de rentrer dans le sujet sans que ce soit des articles trop laborieux à lire ou des livres. Je pense, voilà, passer par l'humour, c'est léger, ça vous fait rencontrer quelqu'un qui explique son parcours, qui explique plein de choses, et c'est aussi didactique et éducatif, donc je trouve ça assez cool. Ça vous fait passer une bonne soirée et on va rigoler, ça c'est sympa. Et puis peut-être un film. Non, j'ai pas de film qui me vienne. Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. De toute façon, s'il y a quelque chose qui te vient après l'interview, n'hésite pas à me l'envoyer et je le rajouterai dans la description On en a parlé en off, de peut-être qu'on peut le l'épisode. mentionner, le livre Ceci n'est pas un livre sur le genre de Morgane Noam, qui est psychologue et spécialiste sur les questions de genre. Si vous voulez rentrer dans le sujet de manière aussi un peu didactique et pas non plus trop, je pense qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est quand même facile à lire. Ça peut être un c'est super très pédagogique. Je super suis en train de le lire. J'ai pas, donc je suis au début, hein, j'ai pas encore tout lu, mais rien que le début a déjà déclenché des discussions avec mon conjoint, surtout sur l'éducation au final, et puis du coup c'était rassurant parce qu'on était alignés, parce qu'il y a ça aussi des fois, chacun on évolue. Enfin, chacun a une ouverture différente de par l'éducation, etc. C'est des sujets qui nous ont pas été transmis par notre famille, par nos parents. On n'en a pas du tout parlé. Donc, du coup, ça pourrait être sujet de conflit, en vrai. C'est vrai que c'est bien d'en Et parler. ça peut être une crainte. Mais au final, on était plutôt alignés et plutôt ouverts sur ça, donc ça nous a rassurés. Ça m'a rassuré, moi, surtout en lisant le bouquin. Et puis ça nous permet d'être, enfin, comme je le disais, c'est vraiment en s'éduquant qu'on arrive à être de meilleures personnes. Donc Bah oui, puis c'est surtout les vraiment sujets important qu'on pour a moi de évoqués, faire ça. je pense que la première chose c'est se remettre en question, et quand on a le privilège d'avoir un peu de temps et de pouvoir s'éduquer, il y a quand même beaucoup de ressources sur internet sur plein de sujets. Moi d'ailleurs j'en cherche des sujets mi-business, mi-politique sur l'entrepreneuriat. Si jamais vous en avez, moi aussi je suis assez preneur de ressources sur ces sujets-là. Bah top, si vous avez ça, vous pouvez aller. C'est où que Complètement. les gens peuvent te contacter? Plus sur Alors sur Instagram? Instagram, alan.agence, sur LinkedIn, Alan Raymond. Il faut que je communique plus sur la page agence, parce qu'il y a une page agence Alan sur LinkedIn, mais je communique tous les jours sur LinkedIn sur des sujets communication, inclusivité, parcours, queerness, entrepreneurial au sens large, et Instagram principalement. Et puis je vais m'occuper de mon site cet été. Donc peut-être que quand le podcast sortira, il y aura mon nouveau site qui sera... Trop bien, on mettra tout ça dans la description. Et la dernière question, c'est qui tu verrais à ta place dans le podcast? Alors, on en a parlé un petit peu en off, je vais t'envoyer une liste de gens inspirants que j'aime bien. Oui. Je vais te dire Adélaïde, qui est coach en séduction et qui apprend aux hommes à séduire en respectant les femmes, et qui fait tout l'inverse de ce que fait les masculinistes. Et c'est un travail incroyable qu'elle fait, c'est très politique et à la fois
et à la fois très basique. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, donc je te enverrai ses coordonnées. Trop bien, merci. Je l'inviterai du coup de ta part sur le podcast, c'est super. Bah écoute, on arrive à la fin du coup. J'étais très heureuse d'avoir cette discussion avec toi. Je te remercie pour bah, tout ce que tu nous as livré, ta transparence, ta bienveillance dans tout ce que tu as pu nous partager. Et puis j'espère pouvoir te rencontrer en vrai un jour, qu'on puisse se croiser, ce serait cool. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses et puis longue vie à Jean Salade du coup. Merci, merci beaucoup de ton invitation. Merci, à bientôt Alan. Ciao.